Vous informer restera notre priorité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce grand direct d'aujourd'hui. Voici d'abord les grands titres. Situation sécuritaire alarmante à l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a été auditionné jeudi à la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Les élus nationaux ont voulu s'imprégner de l'évolution des opérations militaires conjointes sur terrain pour la pacification de la partie est du pays. Début au Kasaï central de la sensibilisation des différentes couches de la population sur les nouveaux projets pour un décollage des quelques villes de la République démocratique du Congo, mais beaucoup plus dans l'autofinancement des entrepreneurs, micro, petites et moyennes entreprises. Ces projets concernent 7 villes du pays. Célébration des 5 ans d'existence du centre de formation professionnelle Ave Maria, construit par le gouverneur Richard Mouyège dans le territoire de Kapanga. Le responsable de cet institut d'éducation professionnelle a adressé les mots de remerciement au promoteur qui a aidé la population des Moussumba à sortir de la pauvreté à cette occasion. Bienvenue à tous. Encore une fois, c'était sur nos informations. On l'ouvre par la primature. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé vendredi 18 novembre à Djerba en Tunisie. Le chef du gouvernement est allé représenter le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie qui se tiendra du 19 au 20 novembre 2022. Sama Lukonde va faire entendre la voix du pays sur la situation sécuritaire dans l'Est. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est à la tête d'une délégation des membres du gouvernement, notamment les ministres de la Communication et Médias et du Numérique. Il a été accueilli au pied de l'avion par le ministre tunisien du Tourisme et le ministre congolais de l'Intégration régionale. Ce dernier avait précédé le Premier ministre quelques jours avant son arrivée à Djerba. Il a fait savoir que ceci est une occasion pour la RDC, grand pays francophone d'Afrique, de faire entendre sa voix. Il est important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter son Excellence Félix-Antoine Tshilombo pour aussi faire état d'avancement du 9e G de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'agression du Rwanda soutenant le M23. Un sommet placé sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Ce rendez-vous attend 88 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en acronyme, représentant plusieurs millions de locuteurs partageant la langue française à travers le monde. Après celui d'Erevan en Arménie, elle est une opportunité, après le Covid-19, d'offrir un espace d'une francophonie économique pour faire les affaires ensemble. Entre-temps, la RDC s'apprête par ailleurs à organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2023. Je viens de vous le dire, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a été auditionné jeudi à la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il était question pour les élus nationaux face à la situation sécuritaire alarmante à l'est de la RDC de s'imprégner de l'évolution des opérations militaires conjointes sur terrain pour la pacification de la partie est du pays. Le ministre Kabanda a martelé sur la poursuite des offensives par les FARDC pour la neutralisation des terroristes du M23 et la reconquête des localités occupées par ce groupe armé soutenu par le Rwanda. On peut le suivre dans cet extrait que nous propose Félix Matoudi. Je suis venu répondre à l'appel des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat concernant la question de l'heure, c'est-à-dire la sécurité à l'est de la République, et plus particulièrement à Goma. Il est tout à fait logique, normal, que, puisque nous sommes en temps de guerre, que les élus du peuple puissent se renseigner auprès du ministre qui a la défense dans ses attributions, comment les opérations évoluent, comment le gouvernement a pris les mesures de défense de la patrie, de gérer notamment
tout ce qu'il y a comme déplacés, il y a beaucoup de questions humanitaires qui se posent. Il était tout à fait logique que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent poser des questions au ministre pour être éclairés là-dessus. Ce que je peux dire à la population, c'est que le gouvernement s'emploie à tous les niveaux pour que la guerre à l'Est, nous puissions la gagner. Il y a une semaine, j'étais à l'Est. Après ça, je suis parti à l'étranger. Je ne suis pas parti me reposer à l'étranger. Je suis parti pour trouver des solutions à la guerre à l'Est. Je suis rentré. Nous sommes chaque jour au sein du gouvernement. Chaque jour, nous examinons la situation à l'Est et la population peut être sûre que son gouvernement, son Parlement, s'occupe de manière permanente de cette situation et la population peut compter sur ces instances-là parce que cette guerre, nous allons la gagner. Autre membre du gouvernement, Samalou Kondé, auditionné à la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, était le ministre du Plan. Au cours de cet exercice, Christian Wando Simba a éclairé la lanterne des députés nationaux sur des questions posées concernant le programme de 145 territoires, le plan stratégique de développement et le recensement général. Christian Wando a rencontré toutes les préoccupations des élus. Je suis personnellement, comme beaucoup d'autres députés que vous avez vus, nous sommes satisfaits des réponses que le ministre d'État a apportées à notre commission. Je crois que c'est ça aussi le rôle de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas seulement d'interpeller, de sanctionner, non. C'est d'inviter les dirigeants, les gestionnaires, les responsables des ministères, des services à éclairer l'opinion publique à travers la représentation nationale. Et là, je dois dire que cet exercice a été une satisfaction pour nous. Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, séjourne depuis ce vendredi 18 novembre à Bunia, dans la province de l'Ituri. Il a échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri sur la situation sécuritaire et humanitaire, accompagné des responsables de OCHA en République démocratique du Congo. Ce haut responsable de l'ONU est dans cette partie du pays pour une mission humanitaire. Il sera pour lui question d'évaluer la situation humanitaire dans cette partie du pays suite à l'accalmie qui s'observe dans la région de l'Ituri. Patrick Sialoa. Bon, on est là pour rencontrer nos collègues, se mettre à jour sur la situation, appuyer nos collègues, apporter tout l'appui qu'on peut apporter, rencontrer les autorités. On se félicite de l'excellente coordination qui existe entre les autorités provinciales, le gouverneur et les Nations Unies ici en Ituri, y compris la communauté humanitaire. Ça va nous permettre d'avoir des messages de plaidoyer tout frais, avec des informations récentes quand on rencontre nos partenaires internationaux, quand on essaye de mettre la RDC sur le radar. Donc plus on a des informations qui viennent du terrain, et plus on peut faire des messages de plaidoyer auprès de nos partenaires. On est là pour 2 jours. On vient d'avoir une très bonne réunion avec le gouverneur, avec les autorités provinciales, du Conseil provincial de sécurité, du Conseil de la Commission de coordination pour l'humanitaire. On a fait un tour d'horizon de la situation. Le gouverneur nous a briefé sur la situation dans la province, non seulement la situation humanitaire, notamment au niveau des déplacés et des retournés, mais aussi tous les efforts qui ont été faits les derniers mois en termes de dialogue intracommunautaire et de dialogue intercommunautaire, ce qui a conduit dans certaines zones de la province à des accalmies, ce qui est toujours des bonnes nouvelles pour les humanitaires, puisque les problèmes humanitaires, ils ne sortent pas du ciel, ils sortent des conflits essentiellement. Donc moins il y a de conflits, plus les problèmes sont résolus au niveau communautaire et plus les problèmes humanitaires diminuent. Donc c'est des bonnes nouvelles pour nous. On a également parlé un rôle dans l'appui des Nations Unies, la MONUSCO et les agences au PDDRCS. Donc l'importance d'accélérer, de faire tout ce qui est possible pour accélérer le processus de PDDRCS. Beaucoup de gens, la population, les déplacés et certains des groupes armés qui ont déjà accepté de jouer le jeu, si je peux appeler ça comme ça, attendent l'avancée du PDDRCS pour que
tous les aspects de réintégration communautaire notamment puissent commencer. L'Est de la République démocratique du Congo est sous menace du M23. Une guerre lui imposée injustement. Différentes provinces du territoire national organisent des marches sous prétexte de soutenir les FARDC. L'opinion se pose la question de savoir par quels moyens faudra-t-il vraiment apporter du soutien aux FARDC. La réponse dans ce récit d'Olivier Kavonde. Plus d'un Congolais se demande si les marches organisées dans différentes provinces sont un vrai moyen de soutenir les forces armées de la République engagées au front pour défendre l'intégrité territoriale. Les analystes politiques estiment que le soutien peut prendre plusieurs formes, notamment la marche. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul moyen qui peut arriver, qui peut permettre à nos troupes combattantes de vaincre cette guerre. Il faut mettre tous les moyens en œuvre. C'est ainsi que nous pouvons arriver au résultat que nous attendons tous. Et vous avez, parmi ces moyens, il y a les moyens logistiques, il y a les moyens financiers, la morale aussi, donc il faut un soutien moral. Et parmi les moyens, on parle de la motivation. Nous ne sommes pas au front, nous sommes au là-bas. Mais nos soldats, nos vaillants soldats, nos militaires ont besoin de cette motivation. Et Madame le vice-gouverneur et gouverneur Assima d'Intérim, Vivi Masuka Saïli, a convoqué aussi tous les citoyens, tous les peuples, unis ensemble pour montrer que nous sommes des cœurs avec ces gens qui ont décidé de travailler sur les drapeaux. Est-ce une façon de faire des yeux doux au chef de l'État? Nous devrions minimiser, banaliser, même sous-estimer les différends qui nous divisent entre le pouvoir et l'opposition. Nous devons d'abord penser que Lumumba qui a versé de son sang, Kabila qui a refusé de trahir ce pays et il a accepté de mourir. Mais ça ne vous dit rien tout ça. Mais je pense qu'ici, il y a lieu de mettre ensemble ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit, c'est le patrimoine commun qui est la RDC. Nos militaires doivent sentir que nous sommes de cœur avec eux. Ils ne doivent pas se sentir abandonnés, stigmatisés, parce que quand ils voient que non, il y a quand même des activités qui se tiennent en leur faveur, ça leur permet de rester en forme. Actuellement, à travers la République démocratique du Congo, pays frappé par sa partie Est, par une insécurité persistante, plusieurs marches sont organisées pour dénoncer l'agression rwandaise à travers le M23. Parlant de marche, le maire de la ville de Kolwezi, Véronique Opité-Kamina, a lancé ce vendredi 18 novembre 2022 un appel à la mobilisation de la population pour une marche de soutien au FARDC et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette marche est prévue pour ce samedi à partir de 9h sur plusieurs axes de la ville, avec comme point de chute la place de la Poste. Je demande à la population de Kolwezi de répondre à cette marche qui sera organisée demain, à partir de 9h30, que cette population vienne en masse pour encourager nos FARDC qui sont en train de se battre à l'est de notre pays afin de reconquérir les territoires qui sont occupés par nos voisins. Alors je demande à la population de Kolwezi de venir demain et d'encourager nos FARDC. Nous avions eu beaucoup de demandes de certaines ONG, de certains partis pour encourager les FARDC dans une marche. Je crois que l'occasion leur est donnée demain afin que tout le monde vienne pour encourager les FARDC. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, a organisé du 11 au 12 novembre 2022 à Kinshasa l'atelier sur l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/03 du 7 juillet 2014 fixant les règles relatives aux conditions et modalités de sauvetage de l'entreprise industrielle en difficulté. Cet atelier avait pour but de réfléchir sur l'amélioration et la révision de la loi numéro 14/3 du 7 juillet 2014 fixant les règles relatives aux conditions et modalités de sauvetage de l'entreprise industrielle en difficulté, comme l'a précisé le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, à l'ouverture de ces travaux. Qu'est-ce qui nous conduit aujourd'hui de travailler à la révision de cette loi? Premièrement, la faiblesse d'application. Ensuite, il y a eu entre cette loi et sa mise en œuvre un élément qui est venu se placer, c'est l'acte uniforme du droit au HADA. Depuis que cette loi en 2014 a été placée,
il n'y a pas eu des mesures d'application qui étaient derrière. Par ailleurs, le DG de l'ANAPI a invité les participants à travailler consciemment pour aboutir à la validation de cet avant-projet des lois. Ce que nous attendons de vous, c'est vraiment ces amendements, ces réflexions que vous avez. Et ensuite, on devrait arriver à valider à ce niveau cet avant-projet. Maintenant, quitte à chacun de jouer son rôle probablement dans la critique. On n'est pas dans un débat de protection de chapelle. Cet atelier a connu la participation des experts du secteur public et privé, notamment les représentants de la CNO, de l'ANAPI, de la FEC, de la COPEMECO, de la FENAPEC, de la DGI, de la DGRAD, du ministère des Finances, de l'Industrie et du Plan, mais aussi des avocats. Je l'ai annoncé dans le titre, de nouveaux projets pour un décollage de quelques villes de la République démocratique du Congo, mais beaucoup plus dans l'autofinancement des entrepreneurs, micro, petites et moyennes entreprises. Ce nouveau projet, dont la sensibilisation de couches de la population a débuté à Kananga, s'intitule « Projet de Transforme ». Il concerne cette ville du pays. Plus d'explications avec Solène Toumar-Moufika depuis Kananga. C'est peut-être une lueur d'espoir pour la population du Kasaï central à travers cette opportunité qui s'ouvre dans la formation d'assistance technique et d'accompagnement du PADEM-PME dans le cadre du projet Transforme. Alexis Mangala, coordonnateur national du projet d'appui au développement des micro et petites et moyennes entreprises, en a procédé à la sensibilisation. Ça, c'est une première sensibilisation pour donner l'information. Mais en plus de cela, il y aura d'autres missions de sensibilisation qui seront celles-là plus spécifiques, par exemple adressées aux femmes entrepreneurs, aux PME. C'est un commencement en fait. Ici, il s'agissait essentiellement de partager l'information et d'avoir un premier retour de l'écosystème entrepreneurial. L'accent est mis sur les jeunes entrepreneurs qui constituent ainsi le maillot compresseur pour tout développement à la base. Il faut que l'écosystème, évidemment, puisse accompagner les femmes entrepreneurs, les PME, à pouvoir présenter des plans d'affaires. J'estime que ce projet, bien exécuté dans la ville, va aider à booster l'entrepreneuriat. Nous avons vu des jeunes entrepreneurs qui font déjà un certain nombre de choses. Alexis Mangala donne toutefois la particularité de ces projets dans cette ville concernée de la République démocratique du Congo. La particularité de ce projet par rapport à celui qui est en train de s'exécuter maintenant dans 4 autres villes, c'est que, vous l'avez dit, il y a une composante qui a été ajoutée et qui est prévue, c'est la création des centres de PME. Les centres de PME, c'est des espaces où s'installent des PME et qui mutualisent un certain nombre d'équipements. Ce projet, qui a un coût global de 300 millions de dollars américains pour toutes ces villes ciblées, a pour objectif d'augmenter la part des MPME dans l'économie du pays à la fois en termes de création d'emplois et de richesses. Dans le territoire de Kapanga, le centre de formation professionnelle Ave Maria, construit par le gouverneur Richard Mouyej, célèbre ses 5 ans d'existence. La responsable de cet institut d'éducation professionnelle a saisi cette occasion pour adresser les mots de remerciement au promoteur qui a aidé la population de Musumba à sortir de la pauvreté. Le détail avec Teddy Dizamba et Emmanuel Katende dans ce récit. Construit en 2017 par le gouverneur Richard Mouyej, le centre de formation professionnelle et d'alphabétisation Ave Maria de Musumba dans le territoire de Kapanga totalise à ce jour 5 ans d'existence. Ce centre, qui s'est investi dans l'éducation de la jeune fille et des jeunes garçons de cette partie de la province du Lualaba, organise les options coupé couture et informatique. Pour marquer d'une pierre blanche ce 5e anniversaire, la dirigeante de cet institut, la religieuse Virginie Kassangige, a initié une messe d'action de grâce. Cette célébration eucharistique a été également l'occasion pour les élèves et enseignants de l'Institut Ave Maria de rendre grâce à Dieu pour la réussite de tous les candidats aux examens d'État, 2 années de suite. Dans son homélie, le célébrant du jour a invité les participants à prier pour le promoteur de cette école, le gouverneur Richard Mouyej.
nous pensons et nous prions pour lui. Donc la grâce de cette célébration d'aujourd'hui puisse aussi l'atteindre là où il est à Kinshasa. Et malgré les difficultés politiques, le Christ en a connu aussi, que l'Esprit Saint, c'est l'esprit aussi de force, c'est l'esprit d'espérance, d'espoir, que cet esprit l'habite, c'est l'esprit aussi de paix. Malgré tout ce qui lui arrive politiquement, que nos prières l'accompagnent et que l'Esprit Saint puisse le soutenir, lui donner la confiance en Dieu. Prenant la parole, la sœur préfet de l'école Ave Maria a remercié les enseignants et les élèves pour le travail avant de leur demander de redoubler d'efforts pour la nouvelle année. La sœur Virginie Kassongige a souligné que l'apport du gouverneur Mouyej dans le secteur de l'éducation dans le territoire de Kapanga est d'une importance capitale. Nous disons d'abord merci à son Excellence Mouyej Manguez Mans, d'abord par sa volonté, de tout ce qu'il a pu faire pour cette communauté de Musumba. Il a donné du travail, mais le travail en passant par l'éducation. L'éducation, c'est ce que nous faisons, apprendre le travail aux gens. Parce que depuis que nous avons commencé, nous avons des élèves qui sont au marché, de nos fruits qui travaillent bien. Il a contribué d'abord à l'évolution, au développement, aux responsabilités par sa bonne volonté. Sa main qui nous tienne tout le temps, nous les remercions. Parce que nous sommes là quand même. Il y a beaucoup de témoignages, les gens qui sont libérés dans la pauvreté. Nous disons merci et nous les tenons beaucoup dans nos prières pour dire qu'un jour le soleil s'ouvrira. Dieu va toujours intervenir. C'est mieux qu'il soit d'abord en vie. Le reste, c'est la vie. Et nous les portons beaucoup. Merci beaucoup, Son Excellence. Par ce culte d'action de grâce, l'école Ave Maria de Musumba marque ainsi l'ouverture de son année scolaire 2022-2023. L'ASBL Génération Sylvain Kantolomba Naweji a effectué une descente ce vendredi 18 novembre 2022 à l'école primaire Mafunda. Cet établissement conventionné a bénéficié de l'assistance de la GSKN pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à ses élèves. Le détail avec Exosengoy dans ce récit. C'est à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, que se trouve l'école primaire Mafunda. Cet établissement public évolue depuis plus ou moins 3 ans dans des conditions précaires. À part ça, la voiture, on va trouver un quoi? Après ce constat, la génération Sylvain Kantolomba Naweji est venue à sa rescousse avec des matériaux de construction et une somme d'argent. Une action qui entre dans le cadre de la promotion de l'éducation. Elle va mettre fin aux classes fusionnées et permettra ainsi l'application du programme scolaire, explique le professeur Sylvain Kantolomba, coordonnateur de la GSKN. Vous le voyez bien, les enfants sont fusionnés. Première, deuxième, quatrième, troisième. Et comment le programme va-t-il être appliqué? Alors, notre association prône la promotion de l'éducation. Nous sommes venus intervenir pour permettre à ce que les enfants puissent être dans leurs classes respectives pour que le programme scolaire soit appliqué. Nous croyons qu'on ne peut pas arriver à un développement sans une bonne éducation. Face à cette intervention, les enseignants, le comité des parents ainsi que les élèves ne sont restés indifférents. Pour ce travail accompli, que Dieu les bénisse au nom du comité des parents. Que Dieu vous bénisse. Ce bâtiment qui portera bientôt sa toiture grâce à GSKN a été construit par les efforts des enseignants et des parents pour l'encadrement des enfants. Nous sommes ravis vraiment que GSKN continue toujours à nous soutenir. L'école primaire Mafunda est située dans le quartier Kamassar, dans la commune de Manika.
On quitte l'éducation pour parler de la santé. L'Union africaine pour la promotion du travail, Congo Panorama, ASBEL, a décerné un diplôme d'excellence ce vendredi 18 novembre au professeur Dr Malonga Kajfani, médecin directeur de l'hôpital général de référence Mwangeji, pour son savoir-faire et le travail assidu abattu dans sa carrière. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte de cette structure sanitaire d'Orsemteb. Madame Malonga Kaj, désormais aujourd'hui ambassadrice du travail, veuillez recevoir cette étoile de Congo Panorama, les ambassadeurs du travail, en guise de reconnaissance et d'encouragement pour toutes les performances que vous réalisez. Nos vives et sincères félicitations. Pour ses performances, sa loyauté et l'assiduité au travail, Fanny Malonga Kaj, médecin directeur de l'hôpital Mwangeji, a été honoré ce vendredi devant le corps médical et son époux. Congo Panorama, les ambassadeurs du travail lui ont décerné un diplôme d'excellence. Madame le médecin directeur de l'hôpital général de référence Mwangeji, province du Lualaba, nous vous remettons ce prix aujourd'hui et vous élevons au rang d'ambassadrice du travail. Nos vives et sincères félicitations. La nouvelle ambassadrice du travail, professeur Dr Malonga Kajfani, a exprimé ses sentiments en ces mots. Je remercie tout le personnel de Mwangeji qui ont accepté de nous accompagner dans cette cérémonie. Je remercie la province ainsi que les autorités de la province qui ne cessent de nous accompagner dans notre dur labeur. Et vous promettons de faire bon usage de cette horloge et d'être toujours au service de la communauté afin que la santé puisse rayonner encore davantage par les soins qui seront administrés au sein de cette institution sanitaire. Merci à tous. Un honneur pour la province, son époux présent à la cérémonie et le corps médical du Mwangeji. Nous sommes très contents depuis qu'elle est ici. Les tout marche dans les services que nous sommes en train d'occuper. Nous la demandons tout simplement de continuer à travailler de la même façon pour que l'hôpital aille de l'avant. Et nous remercions tout le monde. Congo Panorama, les ambassadeurs du travail, est une organisation non gouvernementale de développement. Sa devise est « Amour de la patrie, assiduité au travail et développement ». Toujours en santé, parlons cette fois de la prématurité qui désigne l'accouchement avant le terme de la grossesse. Un enfant né prématurément court le risque de développer, entre autres, les maladies pulmonaires. Pour contrer cette situation, les mères enceintes doivent éviter les facteurs de risque de la prématurité. Fortuné Kadiadia. 9 mois est le terme acceptable pour une grossesse. Tout accouchement qui intervient avant cette période est dit prématuré. Cette prématurité est aussi stadifiée, nous renseigne Dr Eric Kaou. On doit distinguer ce qu'on appelle une prématurité extrême, ça veut dire un âge inférieur à 7 mois, en termes de semaines c'est 28 semaines, et ce qu'on appelle la grande prématurité, c'est que l'âge qui va de pratiquement de 28 à 33 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire entre 7 mois et 8 mois et 1 semaine, entre 34 à 37 semaines d'aménorrhée exclus. Là, nous parlons de la prématurité moyenne. Un enfant qui naît prématurément court les risques de développer, entre autres, des maladies pulmonaires. Vous avez d'abord les complications qui peuvent toucher le cœur et les complications qui peuvent toucher le poumon. La persistance du canal artériel, c'est-à-dire le canal artériel se retrouve entre l'artère pulmonaire et l'aorte, mais chez tous les enfants ça se ferme spontanément, mais on a constaté que chez les prématurités, ce canal artériel qui permet à ce qu'on respire mieux va persister jusqu'à un certain âge. Ici on a constaté qu'il y a une immaturité cérébrale et même une fragilité cérébrale. Ceci va amener à ce qu'on appelle des manifestations neurologiques. Pour éviter les complications de la prématurité, les femmes enceintes devraient faire les consultations prénatales. C'est par là que s'achève ce grand direct d'aujourd'hui. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de l'avoir regardé. Bon début du week-end à tous et à chacun.